La vache! C'est assez splendide. S'affranchir des contraintes du monde moderne pour vivre une vie plus simple est une grande idée. Je crois que nous avons tous en nous un rêve d'évasion. On voyait nos gamins grandir et suivre exactement le même chemin que nous. Mortel. Mais une poignée d'intrépides Anglais a décidé d'abandonner le train-train quotidien pour répondre à l'appel de l'ailleurs. Cet endroit est d'une beauté à couper le souffle. Parfois, au réveil, je me crois au paradis. Je me rends dans les endroits les plus reculés de la planète. Bon sang! Je vais y vivre au milieu de familles britanniques, un vrai chasseur-cueilleur, qui ont choisi d'habiter dans la nature, de se bâtir une nouvelle vie. Avanti! Et de construire d'incroyables demeures. On a utilisé 1 millier de pneus, 25 000 bouteilles en plastique et 18 000 bouteilles en verre. Quoi? Ces gens ne déménagent pas à la campagne, dans le Gloucestershire. Ils partent vivre à flanc de montagne ou sur une île déserte à l'autre bout de la planète. Comment y arrive-t-on? Comment cela se passe-t-il? Surtout, l'aventure est-elle épanouissante? En sort-on plus heureux? Le bonheur. On a trouvé le bonheur. Je me rends à l'autre bout du monde pour rencontrer une famille qui a quitté la ville pour suivre les traces de Robinson Crusoe. Ils sont repartis à zéro sur une île déserte située dans le sud du Pacifique. On se dit, pourquoi venir vivre dans un coin où il y a des secousses sismiques, des tsunamis, des cyclones, des volcans? Et puis, on regarde par le hublot et on voit ça. Sublime. Ma destination est l'archipel des Tonga, situé en plein Pacifique. Il se trouve à des milliers de kilomètres de toute masse terrestre importante. Sur l'une de ces îles, une famille a construit sa maison au bord de l'eau et mène une existence spartiate, à l'écart de tout. Après 3 jours de voyage, j'ai l'impression d'être à peu près du bon côté du planisphère. Mais je suis loin d'être au bout de mes peines. Je viens de l'autre bout du monde, exactement à l'opposé. Là, je suis aux îles Fidji. Si je continue comme ça, je vais me retrouver à la maison. Je dois aller à Tonga, dans les îles Vavaua. Vava'u. C'est là-bas que vit cette famille, sur une île appelée Fualifuka, ou sur un îlot voisin. C'est le fin fond du fin fond du fin fond du fin fond du milieu de nulle part. On se demande quand même ce qui peut pousser quelqu'un à s'éloigner autant des humains. Et surtout, quelle est la vie de cette famille si loin de la civilisation? Qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas et qu'ils ne trouveraient pas dans la campagne où ils vivaient? À ce stade, j'ai encore 3 avions à prendre, un trajet en car et une traversée en bateau pour rejoindre l'île de notre famille. En tout cas, c'est ce qui était prévu. C'est pas vrai. Il y a eu une éruption sous-marine et elle a provoqué un énorme nuage de cendres. C'est dingue. Le nuage monte à plus de 12 000 mètres et perturbe le trafic. Nom de Dieu. Je l'ai dans l'os. Voler est trop dangereux. Je n'ai pas le choix. Je dois attendre. C'est un peu frustrant. Il fait chaud, moite. Je veux partir. Deux journées s'écoulent dans une chaleur torride. Et au 5e jour de notre voyage, les autorités me donnent enfin une bonne nouvelle. Le roi autorise la reprise du trafic. On peut voler. Le seul problème, et à ma grande inquiétude,
C'est la trajectoire de vol qui frôle le volcan toujours actif. Mais je suis allé trop loin pour faire demi-tour. Regardez, avion! Avion! On va tous y passer. Bon sang. On voit 2 colonnes de fumée à notre gauche. Et dire qu'elles ont failli faire annuler mon voyage jusqu'ici. J'en ai froid dans le dos. La cabine est envahie par la puanteur de ce truc. C'est comme un paix énorme et bruyant. C'est vraiment infect. Ne vous inquiétez pas de cette étrange odeur dans la cabine. Elle est causée par les vapeurs de soufre du volcan. Le ciel est dégagé et tout va bien. Un instant, j'ai également cru succomber aux effets du mal de l'air fidjien. Mais le nuage toxique était déjà derrière nous. Dieu soit loué. Bienvenue à Vava'u. Merci. Vraiment. Le royaume de Tonga est fragile, écologiquement et économiquement. C'est un archipel reculé composé d'environ 170 îles. Il me reste encore à faire un trajet en car pour me rendre à la jetée, d'où j'embarquerai sur le bateau de ma famille d'accueil. Comment survivre sur une île déserte? Comment bâtir sa maison? Comment construire un mode de vie adapté? Comment diable y élève-t-on des enfants? Après 5 jours d'un voyage chaotique, je suis sur le point de rencontrer mes hôtes. Enfin, je suis épuisé. J'ai vraiment hâte de me poser, vous savez. C'est eux? Après avoir fait la moitié d'un tour du monde, ce moment tant attendu me rend un peu nerveux. Salut tout le monde. Bonjour, vous devez être Karen. C'est moi. Évidemment, comment allez-vous? Enchanté. De même, je m'occupe de nous amarrer. Je vous en prie. Au ponton. Kevin? Boris, Enchanté. ça va? Ça va? Permission d'embarquer, Moussaillon. Alors, qui avons-nous à bord? Notre aîné, Jack. À l'avant? Oui. Et là-haut? C'est Lucas. Oui. Et Félix. Félix? Félix. Vous habitiez où avant? Pas loin de Bath, en Angleterre, dans un petit village qui s'appelle North Waxhall. Je connais très bien. Vous êtes d'où? Mon fief? Oui. Entre Frome et Breton. C'est un très long voyage depuis le sud-ouest de l'Angleterre. Sacrément long. Et pas seulement depuis le sud-ouest de l'Angleterre. C'est vrai. Après des jours et des jours d'un voyage long et pénible, je me demande si ces endroits reculés valent vraiment le déplacement. Mais alors que Karen et Boris slaloment entre les îles d'un lagon à l'autre, je commence à comprendre. Nom d'un chien! J'en reviens pas! L'eau a changé de couleur! C'est un trucage! C'est du faux! C'est comme voir à travers un vitrail. C'est votre maison? Oui, notre maison du bord de mer. C'est phénoménal! Vous avez construit ça? Boris a construit ça. Boris a construit ça. Oui. Avec des trucs locaux. Oui. Elle est très belle. Il y a une fluidité tranquille dans les lignes. Elle ne ressemble pas à une cabane. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle n'a rien d'une cabane. Non. Nous y voilà, comme Robinson Crusoe. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue à Vava'u. Eh bien, je vais devoir le porter pendant tout le séjour? Oui. Dans le meilleur des cas, je m'attendais à trouver une paillote améliorée. Mais là, c'est une autre histoire. Oh mon Dieu! Je viens de mourir et je suis au paradis. Oui. C'est fantastique.
On ne se lasse jamais de la vue, c'est sûr. C'est comme si la Belle au bois dormant se réveillait pour découvrir une belle planète toute neuve. C'est ça. Vivement demain que j'examine leur maison plus en détail. Mais avant cela, mes hôtes me convient à dîner. Santé, et merci beaucoup. Oui, santé. Karen travaillait dans l'informatique. Boris est allemand et dirigeait son propre hôtel. Mais leur ambition était de tout laisser derrière eux pour adopter un mode de vie plus simple. Alors d'où vient tout cela? Vous êtes sortis et vous avez attrapé ce poisson? Oui, oui. Ça alors. Et les feuilles qui l'entourent, d'où viennent-elles? Du jardin, en bas. Les bananes? Elles viennent de notre jardin. De votre jardin? Oui. Pareil pour les kumara, un genre de patate douce. Voilà donc un repas poussé local, pêché local et préparé local. C'est formidable. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a mené ici? Je suis née à Swindon. J'ai fait ma scolarité à Bath. J'allais travailler à Londres et souvent je finissais extrêmement tard. Je me suis rendu compte que j'avais passé une bonne partie de ma vie sur l'autoroute. Alors je me suis dit que je devais faire autre chose de mon existence. J'ai vendu mon appartement, démissionné, j'ai voyagé, rencontré Boris. J'étais dans l'hôtellerie, ce qui n'était pas très propice à la vie de famille. On a voulu se lancer ensemble dans l'aventure. Et maintenant, la question. Pourquoi ici? Pourquoi ne pas s'installer sur la côte du Pays de Galles? Trop froid. Les côtes d'Espagne? Trop de monde, trop développé. Ça fait du bien d'être à l'écart du monde occidental. Je voulais que mes enfants se sentent libres et soient en pleine nature. C'est vraiment important pour vous, ce sentiment de liberté personnelle? Oui, oui, clairement oui. Attention, vous marchez. J'ai hâte d'apprendre comment ils font pour se nourrir. Mais j'attendrai demain. Pour le moment, je suis épuisé et la vue de ma chambre à coucher en plein air me réjouit. C'est à l'air libre? Oui. Ici, vous allez passer une bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Qui l'eût cru? Debout sur ce ponton au bout de ce quai, je me disais, bon, c'est bien beau, mais franchement, j'ai déjà vu plein de lieux comme celui-là. En quoi est-ce si différent? On prend l'avion, on voyage pendant des jours, et on découvre que ça ressemble à d'autres endroits sur la planète. Pourtant, ça n'est pas qu'un autre lieu sur la planète, c'est comme être sur une autre planète. Incroyable. Se réveiller ici, c'est comme se réveiller dans un rêve. C'est en tout cas ce que je me dirais si j'avais pu dormir. J'ai dû me réveiller 6 fois à cause du bruit des vagues et du vent. Ma moustiquaire a légèrement glissé sous l'effet de la brise et je me suis littéralement fait dévorer les jambes. Ça me déprime. Le paradis n'existe pas. En tout cas, pas quand il est infesté de moustiques. Ce n'est visiblement pas l'avis de notre famille. Il y a 8 ans, elle a choisi de vivre sur cette île tropicale grande d'1 kilomètre. Elle a succombé à l'attrait de ses plages isolées et de ses lagons aux eaux turquoises caractéristiques des Tonga. Le terrain a été loué à long terme pour 14 000 € l'hectare. La maison leur a coûté un minimum car elle a été construite avec des matériaux trouvés sur l'île. Il y a 2 chambres, 2 toilettes et au centre, un espace séjour salle à manger. Un peu plus loin, se trouve le potager et un abri en rondin. Accompagner les touristes venus pour observer les baleines leur apporte un modeste revenu de complément. Je suis curieux de savoir ce qui arrive quand les gens refusent les filets de sécurité de la société, quand ils doivent se débrouiller seuls face à des situations extrêmes, qu'ils puisent en eux-mêmes pour vivre et s'épanouir. Que se passe-t-il alors? Quels secrets, quelles leçons peut-on apprendre? Nos amis en Europe se sentent piégés par leur travail, leurs emprunts. Ils ont l'impression d'être des hamsters dans leur petit trou. Tire pour voir ce qu'il y a en dessous. D'accord. Nous sommes venus ici pour construire un foyer, pour avoir un mode de vie différent, plus en osmose avec notre cadre, notre environnement. Je tenais vraiment à sortir nos enfants du contexte occidental normal, tel que nous le connaissons.
Leur donner une enfance un peu plus libre. C'était quoi? Le poisson baliste Picasso. Bien. Je leur fais la classe à plein temps. Je fais en sorte qu'ils aient le même niveau que celui qu'ils devraient avoir s'ils allaient à l'école. Dans notre groupe familial, on dépend les uns des autres, y compris les garçons qui doivent non seulement être frères, mais aussi amis. Oui. Lorsque la famille est arrivée sur l'île, Lucas avait 18 mois. Il n'a donc jamais rien connu d'autre que la vie insulaire. Félix, lui, avait 3 ans. Et Jack, qui a 13 ans, a passé plus de la moitié de son existence ici. Sur l'île, on peut nager, on peut... Explorer. Oui, on explore, on se balade. On fait de la plongée. On fait aussi des courses de Bernard l'Ermite. Go! Génial! Tu passes devant le numéro 1. Vas-y, tu le dépasses. Allez, allez! On peut parler d'une enfance innocente ici, je crois. En tout cas, plus longue. Oui. Oui. Karen et Boris dépendent forcément de l'extérieur pour certaines choses. Le carburant de leur bateau, par exemple. Mais dans quelle mesure sont-ils autosuffisants? Prenons la nourriture. C'est une de mes balades préférées. On passe par derrière pour accéder au potager. Dans quel état était ce lieu magnifique quand vous êtes arrivés? Il y avait des buissons très épais qui allaient jusque-là. C'était très sombre. Boris a éclairci. En à peine quelques jours, de l'herbe a commencé à pousser. Presque tout de suite, j'ai planté des arbres fruitiers. Il n'y avait pas de bananiers ici, il n'y avait rien. Cette année, par exemple, c'est la première année où nous avons... Des avocats. Des citrons verts, des avocats. On a mis 7 ans à y arriver. Oui, ça, ce sont des bananiers, n'est-ce pas? Oui, Ils portent tous un gros régime. Quoi d'autre? de l'ananas. Qu'est-ce qui pousse dans l'enclos là-bas? Là-bas, on a de la patate douce, du manioc. Quand je suis arrivée ici, j'ai essayé de faire pousser les choses qui me manquaient, comme le brocoli ou d'autres légumes. Mais je crois que l'environnement ne leur convient pas. Vous êtes autosuffisant à combien de pourcents? Vous avez une idée? Je dirais à 60%. Oui, 60%. Surtout quand Boris est allé pêcher. Vous voyez? Bien sûr. Ça représente beaucoup. Les produits secs et les conserves constituent les 40% restants. Toutes les 2 ou 3 semaines, ils peuvent se procurer les denrées de base sur une île où se tient un marché villageois. Une orange déguisée. 3 heures en bateau sur des eaux imprévisibles sont nécessaires pour faire l'aller-retour. Alors Karen essaye de produire le plus possible de nourriture. Comme la construction de la maison est derrière nous, maintenant on a plus de temps. Alors on se met à réfléchir sur comment on peut être plus autonome, comment on peut améliorer ce qu'on a déjà fait. Karen a besoin d'engrais pour augmenter les rendements. Seulement, dans le coin, il n'y a aucune jardinerie. Ne cherchez pas. Prêts, les gars? Oui, oui. Oui, En route. Karen me raconte qu'elle a découvert une ressource alternative locale qui nécessite une expédition hors du commun. Il y a toujours une limite à ce que peut fournir votre environnement immédiat. Mais si quelqu'un vient vous dire « Hey, je suis allé sur cette île et il y a une quantité de... Ce truc là-bas est incroyable !» Vous imaginez? Vos yeux brilleront et vous ne voudrez qu'une chose, y aller. Les engrais modernes sont faits à partir de puissants produits chimiques. Les nôtres, nous allons devoir les chercher dans une grotte. Cela n'annonce rien de bon. Bon sang, c'est majestueux. On dirait une cathédrale gothique à cause des stalactites. c'est vrai. Les plus anciennes se sont brisées, ça fait des verticales, on dirait des sculptures, comme des piliers avec des cannelures. Ce réseau de grottes s'enfonce à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de l'île. Karen et Boris me guident jusqu'à ces tréfonds.
Je n'arrive pas à croire que j'ai signé pour ça. C'est drôlement glissant. Quel endroit extraordinaire. Ça se mérite d'aller chercher de l'engrais au magasin de bricolage du coin. Oui. Alors que l'on s'enfonce toujours plus loin, cette abondante source d'engrais apparaît de plus en plus clairement. Il s'agit du grand ancêtre traditionnel de tout fertilisant moderne. C'était une chauve-souris, elle a disparu. En voilà une autre qui vient de passer. Regardez en haut. Elles sont là-haut. Nous sommes venus extraire du guano, aussi connu sous le nom scientifique de crotte de chauve-souris. Ce tas-là fait dans les 3 mètres de haut. Il continue vers l'arrière, ça n'en finit pas. Il monte jusqu'au fond, comme un glacier en caca. Oh, comme ça s'effrite. Oui. Je vous tiens le sac. Alors, bon, toi tu creuses de ce côté, moi du mien. Oui, parfait. D'accord. Je creuse dans de la crotte vieille de centaines d'années. Eh oui. C'est pas ragoûtant. Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait du roulé au chocolat. J'en mangerai plus. Avec de la crème. Ou un gâteau marbré. Oui, je n'ai jamais aimé non plus. Regardez ça. Vous n'avez vraiment aucun endroit où acheter des produits pour votre potager? En fait, non. Je ne peux aller nulle part pour trouver de bons engrais. On doit penser aux effets à long terme, à l'impact que ça aura sur notre nourriture et sur notre famille. Ça va augmenter nos rendements, j'espère. C'est tout à fait inestimable en termes de bien-être pour vous et votre famille. Vous avez l'intention de revenir? Sans aucun doute. Il ne nous reste plus qu'à charger à bord du bateau notre précieux butin de crottes de chauve-souris. Par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Merci. De rien. J'avais espéré nager avec les baleines, admirer les requins ou bien voir des poissons exotiques. Au lieu de ça, je récolte de la crotte de chauve-souris. C'est quand même plus rigolo qu'une jardinerie, non? Non, je préférais de loin une jardinerie. Ne soyez pas idiots, tout ceci est absurde. Vous y êtes arrivé? Oui, bon, d'accord. J'ai un morceau de chair en moins au pied gauche. J'ai des écorchures et des bleus à cause des coraux et du ressac qui m'a ballotté. Rien de bien grave, mais ce qui me préoccupe, ce sont les saletés qui ont pu pénétrer dans ces plaies à force de toucher toute cette crotte. C'est franchement déconseillé. On peut attraper de sales maladies. On verra bien. L'impact écologique de ce que nous avons fait est discutable. Les répercussions sur la santé alarmantes. Comment ces gens ont-ils bien pu survivre et se construire une superbe maison si loin de tout? On est sidéré à l'idée qu'ils aient pu élever des enfants dans de telles conditions d'isolement. Ça fait rudement peur. C'est quelque chose que tu devrais continuer à travailler à l'âge adulte. Ça te sera utile lors d'un entretien. En fait, les All Blacks, avant un match, ils font tous le haka. Oui, je sais. C'est pour effrayer l'adversaire. Les liens qui se tissent entre un lieu et des personnes peuvent s'avérer puissants et intimes. Lorsqu'ils l'ont découverte en 2007, cette île a tout de suite plu à Boris et Karen. À notre arrivée ici, je crois bien qu'on avait 5 valises. Et voilà, c'est notre balade en forêt. Partout, la forêt était dense et sombre. Les moustiques étaient infernaux. Je me demandais comment ça allait marcher. La famille campe pendant près d'1 an. Pendant ce temps, Boris, qui n'a aucune formation en bâtiment, apprend tout en autodidacte. Il a d'abord construit une cabane en rondins toute simple. Puis, il a créé ceci. On ne s'en lasse jamais? Non, jamais.
Mais comment a-t-il fait en n'ayant à disposition que des matériaux locaux? Que vous donne une île déserte? Vous construisez avec quoi? D'où viennent les matériaux? Quel genre de produits de construction ce terrain, cet endroit vous fournissent-ils? Je suis très curieux de voir comment tout cela tient debout. Cet emplacement est très exposé aux éléments. Comme ici, il y a de beaux rochers, on s'est dit, va pour une structure en roche. Ce que nous avons là étant du corail, vous avez décidé de construire dessus avec le même élément. Oui. Comme ce bloc ici. Oui, Les pierres viennent de cette plage? d'ici et de l'autre plage. Donc elles sont là, elles reposent sur le sable. Oui, elles sont plates. Plates mais drôlement épaisses. C'est étonnant. La structure de soutènement et les murs de cette maison sont entièrement composés de ces blocs de corail de récupération. Après avoir été taillés, ils ont été assemblés avec un peu de ciment apporté par bateau. Aidé par les tongiens uniquement pour les travaux les plus durs, Boris a tout fait seul, pour un coût d'environ 90 000 €. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je ramasse du ciment pour les aider. Je mélange. L'édification d'une maison d'une telle complexité sans référence ni formation technique en bâtiment n'est pas une mince prouesse. Je veux en savoir plus sur la façon dont Boris a su exploiter les ressources de l'île. Là, c'est la chambre des garçons. D'accord. Une chambre pour tous. Oui, c'est le domaine des garçons. Magnifique. Vraiment la classe. Ils ont leur salle de bain? Oui. Oui. J'aime les poignées. Ça évite d'avoir à en acheter. Oui. Elle est en quoi, cette poignée? Récupérée sur la plage. C'est une racine. Vous avez fait les portes? Oui. Et la menuiserie, c'est vous aussi, avec les arbres du coin? Oui. Au début, on a exploité la forêt qui nous entourait. On abattait le bois, on le débitait. C'était un travail extrêmement dur physiquement. Alors là, ce sera le salon et la cuisine, avec une grande terrasse. Notre intention était vraiment de construire à partir de ce qui se trouve ici. Ça a été un processus très lent, mais il nous fallait un abri solide. Voilà la chambre principale. C'est très joli, splendide. Et le parquet en jette. Vous l'avez acheté où? Au Danemark? En Allemagne? Quel bois est-ce? Non, il vient de notre jardin. Quoi? C'est du cœur de cocotier, débité en lame. Je trouve ça très beau. C'est assez hallucinant d'imaginer que vous avez fait tout ça à partir de ce qui se trouve là dehors, la nature sauvage. Construire une maison, c'est difficile, ça prend des mois. Mais quand on voit l'envers du décor, on se rend compte que chaque poutre, chaque planche, chaque lame de parquet, chaque cloison, chaque élément de menuiserie, chaque mur, chaque détail d'aménagement intérieur a été fait à partir d'éléments qui résultent de la transformation d'arbres et de pierres. En plus, c'est beau. L'existence isolée que mènent Karen et Boris implique un engagement affectif sans faille. Je trouve qu'ici, beaucoup de contraintes pèsent sur un mariage. On doit compter l'un sur l'autre. Boris est à la fois mon meilleur ami, mon époux, mon confident. Et quand on se dispute, eh bien, on doit faire avec. Oui. Contraintes émotionnelles mises à part, l'avenir à long terme de cette famille repose fondamentalement sur la satisfaction de ses besoins quotidiens élémentaires. L'une des principales raisons de ma visite sur cette île, c'est de découvrir comment les gens se débrouillent hors circuit. Est-ce si facile? L'électricité des panneaux solaires fait fonctionner la lumière, l'électroménager, la radio et assure le contact avec les habitants des autres îles. L'électricité, ça n'est pas vital, mais ça rend la vie drôlement plus agréable. Bien sûr, vous pouvez vivre à la dure pendant un certain temps, mais il y a de grandes chances pour que ça devienne rapidement très inconfortable. Plus vital que tout, l'eau potable. Sur une île, c'est une ressource précieuse. Et là, qu'est-ce que c'est? La première chose que j'ai construite, c'est ce captage pour l'eau.
L'eau est absolument essentielle. On peut faire sans électricité, on peut se passer de toutes sortes de choses, mais sans eau, on ne peut pas rester ici. L'eau de pluie est acheminée par gravité jusque chez Karen et Boris. Ce système a une valeur inestimable. S'il y a une seule fuite dans la tuyauterie et que je ne la détecte pas, je ne le saurai que quand les citernes seront vides. Oui, c'est tout à fait primordial. Pas d'eau, pas de vie. C'est ça. De temps en temps, vous venez vérifier les niveaux? Oui, à peu près tous les 2 jours. D'accord, bien sûr. On vit grâce à cette ressource. C'est obsédant. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment derrière les citernes? À la base, c'est un abri contre les ouragans et les tsunamis. Vraiment? Donc, il n'y a pas de fenêtre? Non, c'est notre bunker. Les ouragans sont des forces dévastatrices. Personne ne sait ce qui peut se passer. Alors on vient là pour se protéger. Les ouragans ne sont donc pas à négliger. Ils reviennent tous les ans. Oui, et je dirais que c'est la plus grave menace sur notre environnement. Il y a souvent des tremblements de terre. Tout le temps. Tout le temps. Chaque semaine. À certaines périodes, il y en a beaucoup. Il y a eu une fois où carrément tout faisait... On a quand même eu un tsunami ici. C'était il y a 4 ans. Je préparais le petit déjeuner des garçons. J'ai levé le nez et j'ai vu que l'eau n'allait pas dans la direction habituelle. Elle s'écoulait comme une rivière. En moins de 10 minutes, on a eu marée haute et marée basse. Du coup, c'était un signal pour les garçons. Quand vous voyez ça, ne restez pas au bord à regarder. Montez ici. Oui. De telles îles sont peut-être paradisiaques, mais à certains moments, elles peuvent devenir des lieux bien plus sombres, plus violents et menaçants. Si jamais quelque chose tourne mal, vous êtes fichu. Que ce soit un ouragan, que ce soit un tsunami, vous n'avez plus qu'à prier. Ici, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Imaginez, c'est la première année, vous avez construit votre maison, un ouragan arrive. Fuit, plus rien. Ici, c'est très facile de ne pas voir son rêve se réaliser. Le vent souffle même en dehors de la saison des ouragans. Boris a un projet en cours afin d'exploiter cette énergie et il a besoin d'un coup de main. Jolie éolienne, N'est-ce pas? À 7 heures, quand la nuit tombe, les panneaux solaires arrêtent de fonctionner. Une turbine éolienne représente donc un plus capital pour leur vie hors circuit. Ça fait quoi, 12 mètres? Oui, à peu près. Et ça pèse combien? C'est lourd. Bon sang, c'est lourd! Hyper lourd! Elle n'est pas très utile à l'horizontale. Alors Boris l'a dotée de haubans et à l'aide d'un support fait maison, nous allons tenter de la redresser. On avance et on monte. Zut. OK. On réessaie? Bon, maintenant que vous l'avez, ne tirez pas trop fort. Non, je l'assure. Voilà. Ne tirez pas trop. Ouais. Tout ça, ce n'est pas un jeu auquel ils joueraient. C'est bon. Première étape. Ils ne s'amusent pas avec l'idée d'être hors circuit. C'est une question de survie. Alors pourquoi ne pas commencer à se développer un peu, plutôt que de végéter à la limite du minimum vital? Allez, Kevin, c'est bien. Naturellement, très habilement, il évite de mettre tous ses œufs dans le même panier technologique. Il a tout fait en double. Il a des panneaux solaires et une éolienne. Il a 2 citernes d'eau en haut de la colline. Si vous voulez, il essaie en permanence de faire du gras, du surplus, pour les périodes de vaches maigres. Ça a une importance capitale, non? Bon. Malgré cette toute petite brise, je pense qu'on a une intensité de 5 à 7 ampères.
C'est plutôt correct comme charge, non? C'est un vrai bonheur à voir. Oui. Karen et Boris sont satisfaits avec brio leurs besoins en eau, électricité, logement et nourriture. Ils sont membres de plein droit de la communauté si rare des hors-circuits. Félix est devenu une noix de coco. Qu'est-ce que tu fais? Ne tombe pas. Mais qu'en est-il du développement et de l'éducation de leurs enfants? Tu t'es fait ton petit nid là-haut? Oui, c'est confortable. Vous auriez fait tout ça sans les enfants? Les enfants nous ont donné une ligne directrice et sont un moteur. Et puis on voit leur progrès. Mais de toute évidence, ça rend plus difficile certains aspects de la vie, comme par exemple la quantité de temps et d'énergie que je dois consacrer à leur éducation. Pour moi, l'école à domicile, c'est sans doute une des choses les plus difficiles à faire, au stade où nous en sommes actuellement. Vraiment, c'est intéressant, parce que de tout ce que vous avez eu à faire ici, construire une nouvelle vie, une maison, l'éducation des gamins reste la plus compliquée. En fait, c'est toujours la même chose. Ouais. Les garçons, en classe! D'un côté, il y a mon rôle de mère, et de l'autre, celui de professeur. Alors, essayer de porter les deux casquettes, c'est compliqué. T. Oui. UR. Oui, bravo, Félix. T. LE. Oui, tu vois que tu le connais. Je ne respecte pas un programme strict. Je fais en sorte qu'ils aient les connaissances qui correspondent au niveau auquel ils devraient être. Mais j'avoue que je prends quelques libertés. C'est... Montre-le. Lucas en a un aussi. Je le trouve pas. Il est là. En ce moment, on fait de la zoologie marine. On fait des fiches sur les poissons, on étudie les récifs coralliens, par exemple. Ils apprécient parce que ce sont des sujets réels pour eux. En ce moment, on parle beaucoup de rendre leur enfance aux enfants, d'éviter qu'ils grandissent trop vite. C'est important pour vous? Oui, nous voulions qu'ils soient en contact avec la nature. Je suppose que c'est plus propice au maintien d'une certaine innocence, vous voyez? Oui, bien sûr. Et puis aussi qu'il n'ait pas un accès trop facile à la technologie. Ça leur permet de garder plus longtemps leur imagination créatrice en éveil. Quand je vois les garçons gambader dans tous les sens, sauter dans les arbres, jouer dans l'eau, quand je vois ça, c'est extrêmement gratifiant. Allez, maintenant, on s'assoit. Karen et Boris ont œuvré sans relâche pour rendre leur environnement sûr et fécond. Mais pour les enfants, la quasi-absence d'amis et d'interactions sociales limite les choix. C'est bon, Jack? Cette existence isolée commence à être pesante pour Jack, l'aîné. Et la famille a pris une importante décision. Nous formons un tout. Et il y a beaucoup d'amour entre nous, mais pour lui, maintenant, ça ne suffit plus. Oui. Depuis que je suis partie, ce qui me manque le plus, c'est évidemment ma famille. Et aussi les amis que je connais depuis longtemps. C'est aussi manquer les grandes occasions, les anniversaires, les événements importants. Et puis, Noël n'est pas un bon jour pour moi ici, c'est sûr. Quand on a fait des choix, on assume. Leur grand-fils, Jack, semble ne plus supporter l'isolement. Ici, c'est super. On s'amuse. Mais c'est aussi un peu lent. Jack ne trouve plus assez de stimulation ici. Au fond, c'est ça. Il aimerait faire certaines activités que l'on ne trouve tout simplement pas dans les Tonga. Tu montes et je te pousse, d'accord? Jack a décidé d'élargir son horizon. Il va partir en internat en Nouvelle-Zélande. J'ai envie de me faire des amis. Ici, il n'y a vraiment personne.
C'est surtout pour ça que je vais en Nouvelle-Zélande. L'école là-bas, ça sera très différent. Mieux, j'apprendrai plein de trucs. Ça ne le satisfait plus du tout maintenant. Oui. À l'adolescence, on tisse des amitiés très fortes et qui comptent. Ici, il n'a pas les occasions qu'on a d'habitude. Alors, je ne peux pas le retenir, le garder, si vous voulez. C'est déjà un jeune homme. C'est vrai. Et c'est magnifique de le voir se développer de cette manière. C'est très émouvant pour moi. Oui. Belle traversée, Jack. Le moment vient toujours où les enfants grandissent et s'en vont pour aller passer du temps avec leurs camarades. D'un côté, c'est absolument inévitable, et de l'autre, c'est quand même extrêmement dommage, non? Pour mon dernier dîner dans cette famille extraordinaire, Boris m'a promis une spécialité de l'île. Un sashimi de poisson de ligne en direct de l'océan. Joli! Regardez-moi ça. Beau boulot! J'en ai 2. Magnifique. Quand on y pense, débarquer dans un endroit pareil, se retrouver sous la tente, se construire sa propre maison, avec 3 petits-enfants en plus, c'est l'enfer sur Terre. Ce qu'ils ont accompli est une source d'inspiration. Vraiment. Vous avez déjà fait ça, les garçons? Non. Alors vous regardez faire votre père à chaque fois? Oui. Pourtant, ils y sont parvenus. Ils ont vécu ainsi durant des mois. Alors, ce que Boris et Karen ont accompli leur donne droit à un peu de paix, un peu de tranquillité. Qu'est-ce que c'est fin et délicat? Ça a vraiment un goût raffiné. Bravo, camarades. Merci pour la pêche. Il est bon. Boris et Karen sont des gens extraordinaires. Ils ont des facultés et une énergie supérieures aux nôtres, occidentaux à la vie confortable. Oh bon sang, voilà le sashimi? Voilà le sashimi. Ces gens ont lutté pour bâtir leur propre paradis. Je dois vous remercier tous les deux de m'avoir laissé entrer dans votre monde, pour m'y avoir initié. Parce que votre monde est magique, vraiment magique. Ça a été un plaisir. Oui. Mais selon moi, tout le monde ne peut pas tomber de nulle part et faire la même chose en 2 jours. Ça se mérite. Bien sûr, nous sommes tous potentiellement capables d'y arriver. Mais en définitive, je trouve que cela exige des individus d'une certaine trempe. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'on soit différents ou spéciaux. Les gens nous trouvent toujours différents, mais ce n'est vraiment pas le cas. On est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oui, vous dites ça, Boris, mais d'après moi, vous êtes différents. Les gens nous perçoivent comme différents. J'allais le dire. En fait, on est normaux. Tout à fait normaux. Vous n'êtes pas si bizarre. Disons que vous êtes terriblement tenace. Vous nous donnez une leçon de vie. Il n'est pas seulement question de solitude ou de lutte pour survivre. Cette leçon porte sur la faculté à accepter le changement. Je ne veux pas affronter la vie, je veux la vivre. Et quand on veut la vivre pleinement, on doit relever des défis. Je vous souhaite de prospérer. Sincèrement, à la vôtre et à votre famille. Selon moi, l'immense majorité des gens ne pourraient pas survivre ici. Parce que les humains sont pour la plupart des créatures sociales. Nous avons l'instinct tribal. Nous voulons appartenir. Il est faux de croire qu'en déménageant dans un lieu magnifique et reculé, on est plus heureux. Merci, Boris. Pourtant, je crois que Karen et Boris sont très heureux. Avec les enfants, ils forment une structure basée sur le bonheur. C'est une famille. Au revoir et merci! On ne peut que regarder et admirer, et peut-être apprendre un peu.